Donc on se retrouve pour la suite du module de compression et transcodage d'images et de vidéos. Donc on est sur la partie compression vidéo, et dans la vidéo précédente, on avait vu les différentes méthodes d'estimation de mouvement, et on s'était notamment arrêté sur le blog matching comme méthode la plus adaptée pour la compression vidéo. Et donc dans cette vidéo-ci, on va se concentrer sur cet algorithme de blog matching et comment il fonctionne en détail. Et enfin, on conclura sur cette partie estimation de mouvement et compensation en mouvement. Alors, pour commencer, je vous mets un rappel de la notation qu'on utilise en block matching. Donc on a une image I à l'instant T, avec un bloc en position MN qu'on appelle BMNT, donc qui est représenté sur ce schéma-là de manière assez explicite. Je vous remets également l'algorithme générique d'une estimation de mouvement avec le block matching. Donc on doit d'abord sélectionner une fenêtre de recherche pour faire notre estimation en mouvement. Ensuite, à l'intérieur de cette fenêtre de recherche, on va chercher le vecteur de mouvement qui donne un bloc ayant la plus petite différence avec le bloc que l'on veut estimer. Donc il y a un critère de différence à sélectionner. Et également une manière de parcourir la fenêtre de recherche à définir également. Tout ça pour obtenir un vecteur de mouvement optimal, donc delta x chapeau, delta y chapeau, qui sera le meilleur dans la fenêtre de recherche que l'on a définie initialement. Voilà, donc première étape, la fenêtre de recherche. Alors qu'est-ce que c'est une fenêtre de recherche? Ça va tout simplement être l'ensemble des vecteurs de mouvement candidats pour trouver le meilleur bloc de référence dans l'image de référence. Donc pour un bloc à estimer BMNT dans l'image courante, le cas classique, c'est de sélectionner une fenêtre rectangulaire, qu'ici on va appeler W, centrée sur MN, dans la position du bloc à estimer, et on la projette dans l'image de référence. Cette fenêtre de recherche, elle a une taille, enfin pour ces vecteurs de mouvement, ils auront une amplitude allant de moins delta x à plus delta x en déplacement horizontal, et de moins delta y à plus delta y en déplacement vertical. Ce qui nous donne ce schéma-là. Et pour simplifier, en général, on prend delta x égale delta y de manière à avoir une fenêtre carrée avec une taille W qui va de la largeur de la fenêtre de recherche. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que la taille de la fenêtre de recherche va grandement influer sur l'efficacité et la complexité de l'algorithme de block matching, puisque si on prend une petite fenêtre de recherche, on va potentiellement manquer le bloc de référence optimal dans l'image de référence, et donc se retrouver avec un bloc qui sera sous-optimal et potentiellement assez différent du bloc que l'on veut estimer à l'origine. Au contraire, si on prend une fenêtre trop grande, là on va forcément trouver le bon vecteur de mouvement. Par contre, on va avoir une complexité qui va être vraiment décuplée de notre algorithme de block matching. Une fois qu'on a défini notre fenêtre de recherche, la prochaine étape, c'est de définir notre critère de différence. Alors, l'algorithme de block matching, son but, c'est vraiment de minimiser le critère de différence entre le bloc que l'on veut estimer et le bloc de référence, dans une fenêtre de recherche limitée. Donc on le note de cette façon-là, avec le delta x chapeau, delta y chapeau, qui est égal au argmin de la différence entre nos deux blocs sur la fenêtre W. Comme critère de différence, intuitivement, on peut tout simplement prendre la distance entre les deux blocs pixel à pixel, qui correspond en fait à la norme de la différence entre ces deux blocs. Donc c'est noté de cette façon-là, et si on prend P égale 1, on va se retrouver avec une norme L1 qui va correspondre à la somme des différences absolues entre le bloc de référence et le bloc à tester, et le bloc à estimer. Donc on appelle cette différence SAD. Si on prend P égale 2, on va obtenir une norme L2
avec la somme des erreurs mises au carré. Voilà, donc on a principalement ces deux critères de différence-là qui sont à disposition. Il y en existe d'autres, mais voilà, je ne les présente pas dans ce cours-là. Alors, qu'est-ce que c'est la SAD? Comme son nom l'indique, ça va tout simplement être la somme, enfin la valeur absolue de la différence entre le bloc de référence et le bloc à estimer. Et on fait la somme de toutes ces différences-là. Donc c'est très simple à calculer, puisqu'on n'a que des additions à faire. Par contre, on aura une précision qui peut être assez limitée, notamment parce qu'on ne met pas en lumière les erreurs avec une grande amplitude. La SSE, quant à elle, elle se calcule en faisant, encore une fois comme son nom l'indique, une somme des erreurs au carré. Donc certes, c'est plus complexe à calculer parce qu'on a m fois n multiplications à faire dû à l'opérateur au carré, mais on aura une erreur de prédiction qui va être moins grande en moyenne, et qui va mettre beaucoup plus en lumière les grandes erreurs, puisqu'on les met au carré, et qui du coup auront une importance plus grande dans la somme finale. Par contre, on a une sensibilité plus grande par rapport au bruit, parce que éventuellement on va également capturer du bruit du fait de l'opérateur mis au carré. Donc voilà pour les deux calculs possibles. Si on les applique à notre algorithme, on obtient le champ de vecteurs que l'on voit ici en bas à gauche. Alors pour rappel, donc, en haut à gauche, on a l'image à estimer. En haut à droite, on a la différence avec l'image de référence. Et en bas à droite, on a l'erreur de prédiction après estimation de mouvement et compensation en mouvement. Donc ce qu'on voit, c'est que l'erreur de prédiction, elle est très faible. On a l'énergie qui est grandement réduite par rapport à la différence avec l'image de référence. Et c'est notamment dû à un bon algorithme d'estimation de mouvement. Alors, si on regarde en détail les vecteurs de mouvement qui sont trouvés, qui sont mis en blanc ici sur cette image, donc on voit qu'ils sont assez réguliers sur la majeure partie de l'image, donc dès qu'il y a du mouvement, on a une bonne estimation. Par contre, ce qu'on peut voir également, c'est que dans ces zones ici du ciel où on est assez sombre, et du coup c'est un peu plus sensible au bruit, et on va avoir des vecteurs de mouvement qui vont un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est un défaut majeur de la SAD et la SSE. Donc pour récapituler, donc on a un champ de vecteurs de mouvement qui n'est pas tout le temps régulier dans des zones avec un mouvement homogène, donc typiquement le ciel dans l'exemple précédent. Donc certes, on a une erreur qui est minimisée, mais on aura un champ de vecteurs de mouvement qui va être très variable dans une zone qui est censée être homogène, ce qui va augmenter le coût en transmission de l'information de mouvement. Pour pallier à ça, il y a une solution qui existe, c'est de rajouter un terme de régularisation grand R dans notre mesure de différence. Et donc le D régularisé, c'est tout simplement notre SAD ou SSE, plus un terme lambda fois notre régularisation. Alors dans un cas d'application avec une estimation de mouvement très générale, on pourrait prendre la distance entre le vecteur de mouvement delta x, delta y que l'on est en train de tester et le vecteur de mouvement moyen de l'entourage qui a déjà été trouvé. Donc ça permettrait de pénaliser les vecteurs de mouvement qui ont une SAD ou SSE très faible, mais qui ont une très grande différence avec l'entourage, ce qui peut permettre de régulariser dans les zones homogènes, même s'il y a un peu de bruit. Dans un cas pratique de compression vidéo, notre terme R, c'est souvent vraiment le coût réel en débit de la transmission
de l'erreur de prédiction et de l'information de mouvement après codage anthropique. Donc c'est un peu plus précis comme estimation. Donc à partir de là, on a vraiment un très bon critère de matching qui peut être utilisé assez facilement. Et donc on peut s'intéresser maintenant à comment on va parcourir notre fenêtre de recherche et calculer ces différents critères de différence. Alors, pour les stratégies de recherche, on va avoir deux cas différents. On a le cas naïf qui va être le full search, où on va vraiment tester chaque vecteur de mouvement candidat dans la fenêtre de recherche pour notre bloc à estimer. Donc, première chose qu'on fait, c'est on sélectionne notre fenêtre de recherche centrée sur le point MN, ça ne change pas. Et on calcule notre critère de différence, donc SAD, SSE ou autre, pour chaque vecteur de mouvement candidat. Donc on commence par le premier en haut à gauche, puis on décale d'un pixel, et ainsi de suite, jusqu'à arriver tout en bas à droite de la fenêtre de recherche. Et donc on a, en faisant ça, trouvé forcément le meilleur vecteur de mouvement qui donne la plus petite différence entre le bloc de référence et le bloc à estimer. Tout ça, évidemment, limité dans la fenêtre de recherche. Donc, cet algorithme-là, il est naïf et il requiert vraiment un grand nombre de calculs de différence, puisqu'on a W au carré, donc W étant la taille, la largeur de la fenêtre de recherche. On a W au carré calcul de différence pour trouver le meilleur vecteur de mouvement. Donc ça fait une très grande complexité pour des fenêtres de recherche qui sont larges, et encore plus si les blocs sont eux aussi assez larges. Donc il y a moyen de faire beaucoup mieux. Pour ça, il existe des méthodes de recherche rapides qui vont, elles, tester uniquement un sous-ensemble de la fenêtre de recherche initiale à chaque itération. Tout ça dans le but de réduire le nombre de calculs de différence à faire pour trouver le meilleur vecteur. L'algorithme général, c'est tout simplement, on initialise nos différentes variables, donc le k égale 0, c'est l'itération. Le W1, ça va être notre premier sous-ensemble de vecteurs de mouvement que l'on va tester dans la première itération. Et notre premier vecteur notre premier vecteur optimal, qui est delta x0, delta y0, qui est utilisé. Voilà. Ensuite, on va faire une boucle dans laquelle on va calculer à chaque fois le vecteur optimal dans la fenêtre que l'on a définie pour cette itération-là, tout en calculant la différence que l'on a choisie au début. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu notre vecteur optimal dans notre sous-ensemble de recherche, on va mettre à jour la fenêtre de recherche pour l'itération suivante. Et on va notamment se baser sur notre vecteur optimal de cette itération pour la mise à jour. Et enfin, donc on a le dernier, le vecteur de mouvement trouvé à la dernière itération, qui va être sélectionné comme le meilleur vecteur de mouvement. Alors chaque algorithme rapide aura son propre critère d'arrêt de la boucle, et sa propre manière de parcourir la fenêtre de recherche initiale, et donc sa propre manière de mettre à jour la fenêtre de recherche à chaque itération. Si on prend par exemple une méthode assez facile à comprendre et assez ancienne, qui est la 3-step search, c'est notamment celle que vous allez devoir implémenter en TP. Son principe est assez simple, hein. On a un algorithme qui aura un nombre d'itérations fixe à 3, comme son nom l'indique, et donc avec une complexité fixe elle aussi. À chaque itération, on aura une fenêtre de recherche qui va contenir 9 vecteurs de mouvement candidats, et à chaque étape, on va changer la fenêtre de recherche de manière à réduire son rayon de moitié, et de décaler son centre vers la position optimale qu'on a trouvée à l'étape précédente. Donc voilà l'algorithme
détaillé. Alors, bon, ce qu'il y a à noter, c'est qu'on commence avec ce sous-ensemble-là, qui va de déplacements donc, horizontaux de -4, 0 ou 4, et pareil en vertical. Donc on a bien nos 9 vecteurs possibles différents. Bon, ici c'est classique, on calcule le vecteur optimal dans notre sous-ensemble. Ce delta WK sert à mettre à jour la fenêtre de recherche. Donc ici on voit qu'on réduit le rayon de moitié. Et ici on décale avec le vecteur de mouvement trouvé à cette itération-là. Et donc on choisit le vecteur de mouvement optimal comme le vecteur de mouvement trouvé à la troisième itération. Et dans tous les cas, on s'arrête. Alors si on déroule cet algorithme-là vraiment en détail, ben, on commence, comme on l'a dit, avec notre fenêtre initiale avec -4,04 et -4,04 comme valeur. Donc on a nos 9 points possibles autour de la position Mn de départ. Donc là, on a nos 9 points. Pour chacun de ces 9 points, on va calculer la différence voulue et trouver le meilleur vecteur de mouvement possible. Il se trouve que ici j'ai choisi de mettre le vecteur en 4, 4, donc en haut à droite, comme le vecteur optimal. Et donc l'étape où on vient réduire le rayon de 2 et se déplacer correspond à ces 9 nouveaux points jaunes qui sont mis ici, qui vont être utilisés à la deuxième itération pour refaire le calcul du vecteur optimal dans ce nouveau sous-ensemble. Donc on fait pareil, on trouve que c'est le vecteur 6,2 qui est le meilleur à la deuxième itération. Donc encore une fois, on se place au milieu ici, et on réduit le rayon par 2, pas de moitié. Et on refait une dernière fois le calcul de différence, et on choisit le meilleur parmi ces 9 cas possibles. Donc dans l'exemple que j'utilise ici, et dans tous ceux que j'utiliserai après, mon vecteur optimal étant 5, 2. Donc je vous ai mis également le bloc de référence correspondant à ce vecteur de mouvement pour bien vous montrer qu'à chaque fois ici, le point correspond au pixel en haut à gauche du bloc que l'on teste. Voilà, donc pour faire ce calcul-là, vous avez remarqué qu'on a dû faire 25 calculs de différence pour trouver le vecteur le vecteur de mouvement optimal. Ce vecteur de mouvement optimal, il a une amplitude de mouvement de plus ou moins 7 pixels dans chaque direction au maximum. Et pour comparer, sur la même fenêtre de recherche, un full search aurait nécessité 225 calculs de différence. Donc ce qui fait quand même une réduction assez importante de la complexité de l'algorithme. Cette réduction de complexité, en contrepartie, on a une estimation de mouvement qui va être un peu moins précise, puisqu'on a une amplitude de mouvement qui est limitée à plus ou moins 7 pour cette 3-step search. Et on a également, certes, un nombre de calculs de différence qui va être fixe, mais si jamais le déplacement optimal est petit, et ben ce nombre de calculs de différence va quand même être assez grand, parce qu'on aurait pu s'arrêter plus tôt. Et ce problème-là, notamment, a été réglé dans l'algorithme NewTSS, qui est un peu biaisé par rapport aux vecteurs de mouvement centraux, donc qui permet de s'arrêter plus tôt si jamais on a trouvé le vecteur central proche de la position initiale. Voilà pour l'algorithme 3-step search, donc qui est assez simple, mais qui a quand même des gros défauts. Donc pour la compression vidéo, on a continué à chercher des meilleurs algorithmes, et on a notamment eu l'algorithme de recherche en diamant. Et donc là, on n'a plus une fenêtre de recherche qui va dépendre, une taille de fenêtre de recherche qui va dépendre du numéro de l'itération, mais on aura une fenêtre de recherche qui va être fixe
pour chaque itération. Et donc pour le diamant, comme son nom l'indique, on va prendre des fenêtres de recherche qui sont en forme de diamant. On va définir deux patterns différents, un large, qu'on nomme LDSP, qui est celui-là, donc avec encore une fois 9 vecteurs de mouvement candidats possibles, et un petit pattern qui s'appelle SDSP, qui n'aura que 5 candidats possibles, et donc qui correspond à un diamant, mais d'une taille plus petite. Donc ce qu'on remarque, c'est que il n'y a pas de limite dans cet algorithme-là sur le nombre d'itérations possibles, donc on peut aller sur des déplacements qui sont plus grands que plus ou moins 7. Et c'est là tout l'intérêt de cette technique-là. Le principe, c'est assez simple, c'est qu'on démarre avec le pattern large comme fenêtre de recherche, et on fait notre recherche de différence. Ensuite, comme pour la three-step search, on va se déplacer vers le vecteur de mouvement optimal qu'on a trouvé à l'itération courante, et on va mettre à jour notre fenêtre de recherche. Et dans le cadre de la recherche en diamant, la mise à jour, elle se fait uniquement sur le fait que est-ce que le vecteur de mouvement se trouve au centre de la fenêtre de recherche. Si c'est le cas, on passe sur le petit pattern, et donc on réduit la fenêtre de recherche. Sinon, on reste sur le grand pattern, et on se déplace pour faire une nouvelle recherche de la même taille. Et on s'arrête dès qu'on a utilisé une fois le petit pattern. On verra l'algorithme en détail, donc c'est exactement ce que je viens de dire, avec du coup ici toujours la recherche de vecteurs de mouvement optimal, l'adaptation de la fenêtre de recherche en fonction du fait que le vecteur optimal est au centre ou pas, et enfin le shift de la fenêtre de recherche si nécessaire. Ce qu'il faut remarquer, c'est que à chaque itération, on aura 3 cas possibles. Soit on a 5 nouveaux calculs de différence à faire. Si on a pris l'un des 4 vecteurs de mouvement extrêmes, donc dans ce cas-là, on aura 5 nouveaux calculs à faire. Si on a pris un des 4 mouvements diagonaux, on n'aura que 3 nouveaux calculs à faire. Et si on a pris le petit pattern, donc on est resté sur le central, on aura 4 nouveaux calculs à faire. Si on déroule l'algorithme pour avoir le même vecteur de mouvement que pour le three-step search, on fait ce chemin-là, donc indiqué par les petites flèches noires. Et une fois qu'on est arrivé là, et qu'on reste sur le vecteur de mouvement central, on passe au petit pattern, et on obtient le vecteur optimal en 5,2 comme position, avec encore une fois le même bloc de référence optimal. Donc si on compte le nombre de calculs qu'il a été nécessaire de faire pour trouver le vecteur optimal, dans cet exemple-là, on est à 24, comparé aux 25 de la three-step search. Donc le gain est assez faible, mais en moyenne, la recherche en diamant est quand même beaucoup plus optimale que le three-step search. Notamment parce que les patterns utilisés pour la recherche sont bien définis, et ils évitent d'avoir des minima locaux qui empêcheraient de trouver le vecteur optimal, tout en gardant une rapidité de convergence assez grande. Donc en moyenne, on a 20% de calculs en moins à faire comparé à l'algorithme three-step search amélioré. Si c'est pas le cas sur l'exemple que j'ai pris, c'est parce que notamment le vecteur est assez diagonal. Et donc c'est un des cas où le diamond search n'est pas le plus efficace. Et donc ça a été intégré dans MPEG-4. Sur les désavantages de la diamond search, c'est principalement qu'on a un nombre de calculs qui ne va pas être le même à chaque itération, parce qu'on aura soit 3 ou 5 pour les grands patterns,
ou 4 pour les petits. Et pour les déplacements diagonaux, comme je vous l'ai dit, le pattern n'est pas optimal, et on pourrait converger plus rapidement. C'est notamment l'objet de la prochaine stratégie que je vais vous présenter, et qui se base sur un pattern en hexagone. Donc le principe est exactement le même que la recherche en diamant, mais avec un pattern large qui est légèrement différent, et qui aura uniquement 7 candidats possibles, et on a également le même pattern pour le petit. Ce qu'on remarque immédiatement, c'est que là, peu importe quel vecteur de mouvement est choisi, à l'itération suivante, on aura tout le temps 3 nouveaux calculs à faire, si on reste sur le grand pattern. Si on est sur le petit, on aura quand même 4. Mais si on reste sur le grand, on est à 3, ce qui permet d'avoir une complexité qui est uniforme et qui est linéaire avec le nombre d'itérations. Encore une fois, si on déroule sur le même exemple, on va obtenir ce chemin-là, avec uniquement 20 calculs nécessaires pour trouver le vecteur optimal en 5,2. Donc on a un algorithme avec un pattern un peu plus régulier pour la recherche, comparé à la recherche en diamant, ce qui a donné une plus grande rapidité, notamment pour les déplacements diagonaux, ce qui va faire que l'Hexagon Search va avoir en moyenne 40% de calculs en moins comparé à la recherche en diamant, pour une même qualité d'estimation de mouvement. Et c'est aussi ce qui fait qu'elle a été intégrée dans HT6 ABC, il y a de ça quelques années. Donc voilà pour les différentes stratégies qu'il existe en block matching. Donc avec ça, on a quand même une très bonne prédiction, une très bonne estimation en mouvement, mais bon, on peut encore faire mieux. Parce que les méthodes que je vous ai présentées, elles se limitent à des vecteurs de mouvement avec des déplacements entiers, en termes de nombre de pixels, Mais il peut très bien se trouver que le déplacement d'une image à une autre, eh ben, il est avec une précision inférieure au pixel. Et donc le fait de se limiter à des positions entières va nous limiter en termes d'efficacité d'estimation de mouvement. Donc il y a des algorithmes qui ont été rajoutés pour calculer notre estimation de mouvement à une précision inférieure au pixel. Donc ça s'appelle la subpixel precision, et le but c'est vraiment d'améliorer notre estimation de mouvement. Le principe est assez simple, c'est qu'à la fin de notre recherche avec les positions entières, on va rajouter une étape qui va être de rechercher autour du vecteur de mouvement entier que l'on a trouvé de manière optimale, on va rechercher les positions intermédiaires autour de cette valeur entière. En compression vidéo, généralement on utilise soit de la précision en demi-pixel, au quart de pixel ou au huitième, voire même 16e de pixel pour certains codecs. Donc on peut aller assez loin dans l'estimation. Voilà le schéma, assez simple à comprendre. Donc là je vous ai mis le grand pattern d'hexagone, le petit, et une fois qu'on est resté au milieu, on a le petit. Le subpixel qui est calculé ici avec les croix. Alors, comment on obtient ces valeurs non entières pour les pixels? Et bien, on va faire une interpolation. C'est assez simple, le principe est assez simple, on va utiliser des filtres pour générer les positions non entières des pixels. On peut tout simplement prendre un filtre bilinéaire qui va prendre une moyenne pondérée des valeurs entières qui sont à disposition, ici ABCD. Et voilà. Ça, c'est une manière assez simple, pas très efficace certes, mais simple, d'interpoler une image, enfin des valeurs de pixels. Et dans les codecs actuels, et même depuis quelques années, il y a des filtres qui sont beaucoup plus complexes, qui sont utilisés pour faire l'interpolation.
de manière à avoir une précision beaucoup plus grande. Et ces filtres-là, ils sont généralement basés sur des voisinages plus grands que les 4 pixels avoisinants pour effectuer l'interpolation. Voilà, donc avec ça, là, on a vraiment un algorithme de block matching assez complet, avec une précision inférieure au pixel pour le déplacement optimal. Et donc on a vraiment un bon résultat en termes de prédiction et de compensation en mouvement. Pour conclure sur cette partie estimation de mouvement, donc on a vu que l'estimation de mouvement c'était un des principaux outils de codage de la compression vidéo. En tout cas, c'est ce qui va être le plus nouveau comparé à la compression d'image. On a vu qu'il y avait plusieurs techniques d'estimation de mouvement possibles qui vont être intéressantes pour différents cas d'usage. On a vu donc l'optical flow qui va calculer un champ de vecteur de mouvement très dense qui va donc nous donner une très grande fidélité et une très grande précision sur l'estimation de mouvement, mais que ça va être complexe, très, très difficile à calculer. On a vu les modèles affines qui, eux, permettent également de représenter des mouvements complexes, mais avec beaucoup moins de paramètres, pour décrire le mouvement. Et on a également des algorithmes de calcul qui sont assez complexes. Et enfin, on a vu le block matching, vraiment en détail, puisque c'est une manière simple et efficace d'estimer le mouvement, et qui est adaptée à la compression vidéo. On a vu qu'il y avait plusieurs manières de calculer la différence entre le bloc de référence et le bloc à estimer. On a vu qu'il y avait différentes manières de rechercher ce bloc optimal dans la fenêtre de recherche que l'on s'est fixée, de manière à avoir vraiment une recherche efficace et rapide. On a également vu donc, la précision inférieure au pixel pour maximiser l'efficacité de l'estimation de mouvement. Voilà pour cette partie. Dans la suite du cours, on va s'intéresser aux codeurs hybrides dans leur ensemble, et notamment donc, tous les outils de codage qui s'articulent autour de l'estimation de mouvement, de manière à avoir une bonne compression de la vidéo. Voilà, on se retrouve pour la suite du cours la semaine prochaine.